Bismillahirrahmanirrahim, wa salatu salam ala maulana rasulillah. Très heureux de vous accompagner, chers étudiants, chères étudiantes, lors de cette séance et qui sera axée autour de la méthodologie juridique de façon générale, plus généralisée, ainsi que la méthodologie en matière de droit pénal spécial qui sera de façon un peu particulière à être abordée. Certes que les étudiants, à chaque fois lors de la phase des préparations des examens, au-delà des connaissances qui sont acquises et des préparations, des résumés, des lectures, des relectures, ils sont toujours traqués par cet esprit abstrait de dire comment on va répondre le jour J, le jour de l'examen. Donc, on va essayer d'aborder cette séance, la façon avec laquelle on va essayer de répondre à des questions d'examen. Bien évidemment, chaque chose ou chaque activité de la vie humaine nécessite une organisation pour un bon fonctionnement, pour la réussite. Et c'est ainsi que ça se passe en matière pédagogique. Donc, si on veut réussir notre examen, si on veut réussir notre année en général, il faut, dès les premiers jours, anticiper la façon de préparer pour atteindre le jour de l'examen, pour le réussir à bien. Donc, c'est pour cela que la méthodologie, c'est un guide. La méthodologie, c'est une façon de réussir notre examen. Donc, on va tout d'abord commencer par des généralités en ce qui concerne la méthodologie. C'est ainsi que la méthodologie, il se rapporte à l'ensemble des procédés et des techniques qui permettent aux étudiants, ou quel que soit le statut des chercheurs, d'atteindre un objectif recherché, à partir, bien évidemment, d'une problématique ou d'une hypothèse. Donc, l'axe autour duquel tourne la méthodologie, c'est le fait de répondre à une problématique ou d'atteindre un résultat après avoir posé une hypothèse. Aussi bien, la méthodologie, on peut dire que c'est l'ensemble des méthodes qui orientent et qui réglementent la réflexion menée par un tel chercheur pour atteindre une vérité, pour atteindre une solution ou pour atteindre un résultat scientifique. Et ce résultat, bien évidemment, il peut qu'il soit théorique ou pratique, et je reviendrai à faire la part des choses entre ce qui est théorique et ce qui est, bien évidemment, pratique. Donc, pour conclure à une définition assez vaste et large de la méthodologie, je pourrais dire que la méthodologie, c'est cette passerelle entre un point abstrait, plein de questionnements, qui est la problématique, pour atteindre un point, l'objectif ou l'objet, qui est le résultat et qui est la finalité et qui fait la satisfaction et la réussite de notre travail. Voyons voir maintenant la spécificité de la méthodologie dans les sciences juridiques. Bien évidemment, comme on le sait tous, que les sciences juridiques sont intimement attachées, sont intimement liées aux sciences humaines et sociales, en composant bien évidemment sa branche des sciences sociales appliquées. Donc le droit, c'est une branche de sciences sociales appliquées, ainsi que les sciences pédagogiques. Donc ce lien entre les sciences humaines, sociales et les sciences juridiques fait le fondement d'un contenu
pour qu'on puisse répondre à une problématique. Donc, le fondement de la pensée juridique ne va pas loin, il va bien évidemment dépendre du fondement de la pensée au sein de la science humaine, au sein de la science sociale. C'est ainsi que le fondement de la pensée juridique, il porte sur l'activité, le comportement, ainsi que le mode de vie de l'être humain. Autrement dit, que les sciences sociales, humaines ou sociales, et en plus particulier sa partie de sciences sociales appliquées qui est le droit, il va s'intéresser bien évidemment à l'activité, au comportement, ainsi qu'au mode de la vie de l'être humain. Loin de là, bien évidemment, il faut intégrer à cette réflexion de pensée à ce que la pensée juridique va s'intéresser de près ou de loin à analyser l'évolution de ces fondements sur deux échelles, bien évidemment. Et quels fondements? Je reviens pour vous rappeler que les fondements de la pensée juridique, c'est l'activité, le comportement et le mode de vie de l'être humain. Donc cette activité, ce comportement, ce mode de vie de l'être humain, on va le voir, on va l'analyser, on va l'aborder à partir de deux volets. Premièrement, le volet chronologique, c'est-à-dire dans le temps, c'est-à-dire on va voir l'évolution de l'activité, l'évolution du comportement, l'évolution du mode de vie de l'être humain au sein de la société. Le deuxième volet par lequel on va analyser ces fondements de la pensée juridique, c'est le côté sociétal. C'est-à-dire, on va essayer d'analyser l'activité, le comportement, le mode de vie de l'être humain dans celui qui est relatif à l'individu, à la personne elle-même, et celui qui est en collectif. C'est-à-dire, on va voir l'activité de l'être humain en collectif. On va voir le comportement de l'être humain en groupe. On va voir le mode de vie de l'être humain en groupe. Donc, que ce soit l'activité, que ce soit le comportement, que ce soit le mode de vie, d'un point de vue juridique, c'est-à-dire on va voir ce qui est permis, ce qui est interdit, bien évidemment. Donc, la méthodologie juridique, si j'ose dire, elle constitue cette structure scientifique, cette passerelle de techniques de recherche pour permettre à nos chers étudiants de mettre en pratique quoi? C'est la question bien évidemment qui se pose. Donc la méthodologie juridique, il va nous permettre en tant que juristes de mettre en avance tout le cumul des connaissances pédagogiques qu'on a acquis au sein de nos universités tout au long de l'année. Deuxièmement, la méthodologie juridique va nous permettre d'externaliser le côté culturel en matière juridique, c'est-à-dire la méthodologie juridique va permettre aux étudiants d'externaliser, de faire sortir la culture juridique qu'ils ont bâtie tout au long de leur présence au sein de nos facultés. Troisième chose qui permet à la méthodologie juridique de chercher et de fouiller dans l'esprit de l'étudiant, c'est le fait de mettre en valeur la littérature juridique acquise par les étudiants. Je reviens pour expliquer ces trois choses qui sont mis en valeur par la méthodologie juridique. Premièrement, j'ai dit le cumul des connaissances, on va le mettre en valeur grâce à la méthodologie juridique. C'est-à-dire, on va essayer d'organiser nos idées, on va essayer d'organiser tout le savoir
qu'on a acquis, mais bien évidemment, qui est adéquate à l'examen, à la question de l'examen. Deuxièmement, la méthodologie juridique, il va nous permettre aussi de faire sortir l'expression juridique chez l'étudiant. Et bien évidemment, tout ça, c'est pour mettre en valeur les atouts de l'étudiant en matière juridique. Autrement, la méthodologie juridique, elle rapporte ses principes, elle rapporte ses règles, elle rapporte ses instruments de forme et qui sont nécessaires pour répondre à toute problématique ou questionnement au pluriel, que ce soit au singulier ou au pluriel, portant sur un fond juridique. Je m'explique. Vous voyez ce que c'est la méthodologie juridique, c'est cette espèce de moule dans laquelle on va essayer qui prend une forme et dans laquelle on va essayer de remplir quoi? De remplir ces alvéoles qui composent ce moule par les connaissances qui sont acquises, c'est-à-dire on va mettre en valeur toute la richesse, toute la culture juridique dont dispose l'étudiant dans cette moule qui compose la méthodologie juridique. Donc jusqu'ici on a vu la méthodologie de façon générale. On a essayé de vous rapprocher à la conception littéraire, si j'ose dire, de la méthodologie. Après, on a abordé la méthodologie juridique de façon plus particulière. Là maintenant, je vais essayer d'aborder avec vous de façon plus précise la méthodologie juridique, mais en matière pénale cette fois-ci. Et vous allez voir que la matière pénale, il est un peu particulière en matière d'examen. Pourquoi? Parce que la spécificité, surtout du droit pénal spécial, fait que une obligation d'une méthodologie juridique bien spécifiée et bien appropriée au droit pénal spécial. Donc, en matière pénale, la méthodologie juridique, elle considère que la connaissance des étudiants en droit ne doit pas être réduite seulement à la connaissance des textes, à la connaissance des lois, à la connaissance des conventions, à la connaissance des accords, à la connaissance de la jurisprudence, ou voire à la connaissance des différentes écoles de la pensée juridique. Mais la méthodologie juridique en matière pénale, elle suppose une bonne maîtrise de méthode, une bonne maîtrise de techniques spécifiques de rédaction, et on va essayer d'élargir les explications dans ce qui suit de cette séance. Donc, cette nécessité de la bonne maîtrise de la méthode, cette nécessité de la bonne maîtrise des techniques spécifiques de rédaction ou d'expression écrite, évidemment, il implique une réflexion par raisonnement de classement, une réflexion par raisonnement de qualification et une réflexion par un raisonnement d'indiction adéquate, qui peut faire l'objet d'une dissertation, qui peut faire l'objet d'un cas pratique, ou qui peut faire l'objet, bien évidemment, d'un commentaire d'arrêt. Autrement dit, que la méthodologie juridique en matière pénale, il est un peu spécial, il est un peu particulière, dans la mesure où il nécessite une bonne
maîtrise de méthode, une bonne maîtrise d'un vocabulaire spécifique, surtout en droit pénal spécial, ça on va le voir dans certains cas pratiques par la suite, et qui va impliquer une réflexion de raisonnement. Pourquoi une réflexion? Comme vous savez, les sciences humaines et sociales sont des sciences d'abstrait, de théorie, ne sont pas des sciences exactes. Donc ce qu'on juge, nous, en tant que professeurs, c'est la réflexion menée par les étudiants pour atteindre un résultat. C'est la réflexion menée par l'étudiant pour répondre à une problématique. Et cette réflexion, elle peut faire l'objet d'une dissertation, elle peut faire l'objet d'un cas pratique, comme elle peut faire l'objet d'un commentaire d'arrêt. Donc la question qui se pose, c'est quelle méthodologie juridique pour le cas pratique, quelle méthodologie juridique pour le commentaire d'arrêt et quelle méthodologie juridique pour la dissertation. Il faut que j'attire votre attention qu'il y a d'autres façons à poser l'examen, le questionnement de l'examen ou les sujets d'examen, à savoir les questions directes et les questions à choix multiples. Les questions directes, c'est une façon de demander à l'étudiant de répondre de manière automatique à un questionnement. Alors que la question ou les questions à choix multiples, ils reprennent une question directe, mais avec des propositions pour lesquelles l'étudiant va porter un choix. Donc, quelle méthodologie juridique pour un cas pratique? Il faut savoir tout d'abord que la finalité derrière un cas pratique, c'est d'apporter une solution juridique solidement argumentée à un problème de fait juridique. Donc, pour atteindre cet objectif, il faudra tout d'abord traduire les faits en termes juridiques pour pouvoir qualifier les faits, pour pouvoir déceler le problème de droit posé par le cas pratique, déterminer par la suite la règle de droit adéquate à être appliquée pour les faits relatés par le cas pratique et enfin vérifier l'application de la règle ou non à la question, mais évidemment posée par le cas pratique. Donc, ce procédé de cette étape, on va s'intéresser à la première étape, qui est la lecture de l'énoncé. Donc, la lecture de l'énoncé nécessite au moins une lecture en 2 fois pour vérifier et relater les faits de l'énoncé afin d'avoir une vue d'ensemble du ou des thématiques abordées par le cas pratique ou potentiellement abordées qu'on va aborder par la suite. Deuxièmement, soustraire les éléments essentiels, à savoir le statut, et en plus particulier le statut social. Est-ce que c'est marié, divorcé, licencié, salarié, fonctionnaire, mineur, majeur, et ainsi de suite. Les dates, les termes, s'il y a des montants, l'adresse, l'âge, et j'en passe des détails qui font la particularité des faits relatés par le cas pratique. Troisièmement, il faut évincer, il faut écarter tous les éléments inutiles ou superflus avec précaution cette phase-là. Quatrièmement, c'est le fait d'essayer de classer les faits par un ordre chronologique, voire même s'il le faut, on va travailler par un schéma chronologique qui va nous relater l'ordre dans le temps de la composition, de la constitution des faits relatés par le cas pratique. La deuxième phase,
qui est la rédaction, et ça je vous le conseille, la rédaction se passe dans un brouillon, bien évidemment, dans sa première partie. La rédaction, c'est la partie par laquelle on va essayer de répondre à la problématique, c'est-à-dire on va mettre noir sur blanc notre approche à répondre à une problématique. Donc la réponse à la problématique des faits posés par le cas pratique, il peut être enchaîné suivant les étapes prédéfinies ou prendre la forme d'un plan déterminé. Et je reviens sur les étapes que je vais définir par la suite. Donc, une introduction. Et la rédaction doit être répartie en deux parties, c'est-à-dire un grand 1 et un grand 2. Le grand 1, il sera dédié à une espèce d'approche qui récapitule les qualifications des faits, que ce soit des faits majeurs ou mineurs, en l'espèce ou en particulier. Et cet grand bloc qui constitue le grand 1, il va être subdivisé en lui-même en grand A et grand B. Le grand A peut relier les faits majeurs et la transposition des faits mineurs, leur croisement. Un grand B qui va relier aussi les faits majeurs et mineurs avec une bonne argumentation. Deuxième partie, bien évidemment, elle portera sur l'identification du régime juridique appliqué aux faits en l'espèce. Avec un grand A et grand B, le grand A, elle portera sur la qualification spécifique des éléments constitutifs de l'infraction, et le grand B, il portera sur le régime répressif réservé par le législateur à un tel fait relaté par le cas pratique. Et on va terminer par une conclusion. Mais évidemment, la conclusion, c'est un débat. Il y a certains qui acceptent une conclusion, il y a certains qui n'acceptent pas la conclusion, il y a certains qui considèrent que c'est obligatoire, certains qui considèrent que c'est facultatif. Personnellement, moi, je considère que il est conseillé d'avoir une conclusion pour nous permettre d'avoir une ouverture sur des perspectives qui sont en lien avec le cas pratique. Deuxième façon, ou le deuxième objet sur lequel peut aborder les procédés de la méthodologie juridique, c'est le commentaire d'arrêt. Donc, le commentaire d'arrêt est en effet un commentaire d'une décision judiciaire. Et une décision judiciaire qui peut prendre la forme d'un arrêt d'une cour d'appel, cour de cassation, ou un jugement auprès d'un tribunal de première instance, voire même le commentaire d'arrêt, il peut porter sur une sentence d'arbitrage. Ce qui fait que l'objectif principal d'un travail qui porte sur un commentaire d'arrêt est d'apprécier juridiquement le sens de valeur et la portée de la décision judiciaire étudiée, en l'occurrence. Bien évidemment, tout ça c'est dans une démarche la plupart du temps critique, et que ce soit dans le sens d'affirmation ou d'infirmation, bien évidemment. Quant à la rédaction d'un commentaire d'arrêt, bien évidemment, on va reprendre les procédés qui sont les mêmes pour le cas pratique, sauf que pour la rédaction du cas pratique, il n'y a pas un type de commentaire, un plan type pour le commentaire d'arrêt. Pourtant, on va essayer toujours de scinder notre réponse en deux parties, à savoir un grand 1 et un grand B, un grand 1 et un grand 2, avec une introduction, bien évidemment, et une conclusion. Donc, l'introduction, on va relater les faits et les circonstances qui sont
cités par l'arrêt, dans un ordre chronologique bien évidemment. Premièrement, la première partie, il portera sur le champ de l'application de la décision, avec un grand A qui va porter sur le contexte, c'est-à-dire le domaine juridique de l'arrêt, avec un grand B bien évidemment qui va prendre sur le sens de l'arrêt, c'est-à-dire les fondements juridiques adoptés par la décision judiciaire, et un grand 2, une deuxième partie qui portera sur les valeurs et la portée jurisprudentielle de la décision, bien évidemment qui sera subdivisée en un grand A et un grand B, à savoir le grand A, il portera sur les valeurs de la décision, les valeurs jurisprudentielles, c'est-à-dire le raisonnement juridique adopté, c'est-à-dire comment de l'application des articles visés, elle a pu aboutir à une décision rendue. Un grand B, bien évidemment, qui portera sur la portée de l'arrêt et à savoir, c'est-à-dire les conséquences induites par la décision, et cette décision et ces conséquences portera sur des observations, sur des critiques, que ce soit dans un sens positif ou dans un sens négatif d'information, et bien évidemment il faut que ça soit justifié et fondu. Pour la conclusion, ce sera pareil pour le cas pratique. Il faut juste à ce que j'attire votre attention, il y a une autre façon aussi de rédiger le commentaire d'arrêt, à savoir on peut le rédiger sous forme de 2 étapes qui se suivent en 5 étapes la plupart du temps, à savoir première étape, au-delà du fait que de scinder le commentaire, la rédaction du commentaire d'arrêt en 2 exemples, à savoir premièrement les faits, la procédure, les prétentions des parties, ainsi que le questionnement de droit en l'occurrence, et bien évidemment la solution. Sur ce, je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous dans la prochaine séance. Merci et au revoir.